Parfait. Alors, bonjour et bienvenue à tous aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Monsieur Alain Williamson, qui est auteur, conférencier et éditeur aux éditions Le Dauphin Blanc. Alors, bonjour Alain, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien, toi aussi? Oui. J'ai comme un petit problème d'image, là. On va essayer de revenir. Oui, la voilà. Alors, c'est possible qu'on ait des petits Et problèmes voilà. de connexion. On va y aller une chose à la Ouais, fois. correct. Alors, ben, bienvenue Alain, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci. Merci de l'invitation, c'est gentil. C'est la quatrième entrevue ensemble. Ah oui, déjà? Oui, quatrième. La première, c'était en 2014 ou 2013, je pense. Oui, Alors, oui, on a fait le tableau sur le. je m'excuse, ça coupe. Tu disais? Je disais que la première entrevue qu'on a fait ensemble, c'était sur le tableau de vie qui Oui. venait de sortir à cette époque-là. Je pense qu'on était aux Bontés Ouais, oui. divines avec Marie Chantal. Ouais, C'est ça. exactement. Euh, ben, c'est certain que j'étais très, très heureuse de te retrouver. Cette première fois-là, là, j'étais comme, wow, ça se peut pas, j'ai Alain Williamson parce que quand j'ai parti le studio, bon, ben, je faisais le défi des 100 jours, j'en ai parlé cette semaine. Puis aussi, j'avais lu ton livre Tableau de vie. Puis ça m'avait donné la petite poussée supplémentaire pour dire oui, oui, je pars de mes propres ailes, puis je le fais. Et c'est pas évident OK. de faire le saut comme ça et de laisser un emploi que ça fait 10 ans qu'on est dedans et puis de partir et de réaliser ses rêves comme ça. Et Alain, tu as écrit plusieurs Ouais, romans aussi. Et là, on va parler ouais, aujourd'hui ouais. du livre Et la paix naîtra dans ton cœur. Alors, je pense que je l'ai en image. Ouais, il est ici. Alors, voilà. On le voit dessus. Ah, Oui, ouais, je vois. c'est bon. Alors, voilà. Je suis un peu déconcentrée parce que ton image revient, réapparaît. Je sais pas si je vais juste voir si on se voit en direct aussi sur le. Oui, on est en live, c'est bon. Les gens sont là, il y a 9 personnes. On est en live! Marie-Chantal est là aussi. Bonjour. Alors, j'ai des commentaires déjà. C'est bon. Moi, ton image s'en va, mais je pense qu'elle reste à l'écran. En tout cas, je vais le souhaiter. Donc, OK, on va y aller. on va y aller. Alors, Alain, l'histoire, c'est l'histoire de Steve Landerneau. C'est un nom très québécois, hein, je trouvais, Steve. Ça faisait très québécois comme titre, Comme prénom, voyons, comme nom de famille, ouais, oui, comme Landerneau. prénom, Landerneau. Alors, c'est un carriériste ambitieux, gonflé à bloc dans son parcours de motivation dont il s'abreuve et il part à la conquête d'un client potentiel sans se douter qu'il rencontre, c'est un homme qui est rempli de sagesse, ça devient, c'est vraiment comme son idole. Et puis, à travers Mon ça, mentor. son mentor, oui. En passant, avant que j'embarque dans ça, tu écris très très bien, Alain. Ça se lit rapidement. On veut le lire jusqu'à la fin. Et puis, comme c'est un petit livre, ça se lit quand même assez rapidement. Je trouve que il y a des phrases, bon, à travers le livre qui m'ont inspiré et j'ai noté quelques phrases. Donc, j'aimerais ça en parler tantôt. Et puis, alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce roman-là, Alain? Ben, écoute, d'abord, c'est une fiction, mais une fiction, mes fictions que j'écris sont toujours basées sur des points de référence de la vie courante, soit de ce que j'ai vécu, ce que d'autres ont vécu. Donc, c'est souvent un amalgame de choses connues, vécues à gauche, à droite, des témoins ou de moi-même. Donc, c'est un peu la même chose. En fait, je voulais écrire d'abord sur la paix du cœur, que je trouve
richesse de pouvoir se relier à notre paix du cœur. Donc, c'est là-dessus que je voulais écrire d'abord. Le constat est que pour rejoindre la paix du cœur, soit un éveil de conscience, ou un effort, en tout cas, de conscience assez grand, ça, dans le fond, ça prend une épreuve qui va te conduire là. L'épreuve étant le plus courant, malheureusement. Donc, j'ai choisi d'amener un personnage à vivre une épreuve pour finalement trouver la paix du cœur. Et comme l'épreuve de la manipulation, ben, je pense que c'est assez dû, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est quelque chose que, malheureusement, j'ai vécu aussi. Donc, c'était comme évident que c'était la bonne épreuve à prendre. J'aurais pu prendre autre chose, la maladie ou peu importe, mais c'était une bonne épreuve pour expliquer tout ce que je voulais donner, dans le fond. Oui. Alors, et ça coupe beaucoup, beaucoup. Entre-temps, si vous avez des questions, ben, gênez-vous pas, mais bon, je ne sais pas si on va être capable de faire toute l'entrevue. Donc, pour reprendre ce que tu dis, le personnage vit de la manipulation à travers, tu sais, en fait, le personnage, il y a de l'ambition, mais la personne qui la manipule, il en a encore plus d'ambition. C'est ça. Oui. Ben, effectivement. Les manipulateurs sont... c'est des gens ambitieux généralement. C'est des gens qui veulent le pouvoir, qui sont à la recherche de pouvoir, de reconnaissance, de performance, etc. Donc, c'est facile à ce moment-là de tomber dans leur piège, dans leur filet, parce qu'un manipulateur il va t'étudier avant. Il va vraiment observer comment tu es, comment tu vis. Il va saisir où aller, dans quelle faille aller, rentrer pour pouvoir t'atteindre, dans le fond, et arriver à te contrôler, te manipuler. Donc, c'est un peu le modus operandi des gens qui manipulent. Ils vont toujours se rendre dans la belle image, en même temps, ils rentrent dans la faille pour vraiment interférer dans la vie des gens, prendre le contrôle dans la vie des gens. Tu sais. Mm-hmm. C'est ça. Et puis, et toi, tu parlais du... Tu sais, c'est sûr, toi, tu es un éditeur. Tu en as édité beaucoup de livres dans le développement personnel. Est-ce que dans ce roman-là, Catherine nous dit pouvoir et contrôle égale ego? C'est sûr, c'est certain. À travers ça, à travers ce roman-là, est-ce que tu parles du développement personnel dans le sens que tu sais, qu'est-ce que tu as vécu par rapport à ça? Est-ce que tu vois ça différemment aujourd'hui? Ben, écoute, je ne veux pas faire le procès non plus de quiconque dans ça. Le personnage qui est le manipulateur par excellence, et même un personnage, Larry Mantle, comment il vivait avant, dans le fond, c'est beaucoup inspiré de ce que tu vois, par exemple, les motivateurs américains. Tu peux prendre ce modèle-là. Donc, je trouve qu'on en fait beaucoup. C'est mon opinion personnelle, mais je trouve qu'on en fait beaucoup. On a des techniques, de la technique de plus en plus performante. On en met plein les yeux. C'est des éclats. C'est beaucoup de musique, beaucoup dont on fait bouger les gens beaucoup. Alors que le message n'a pas besoin. Si le message est profond, il est vraiment qui vient du cœur, tu n'as pas besoin de toutes ces techniques-là, dans le fond, pour le passer. Je donne l'exemple à l'époque, Martin Luther King ou Gandhi, ça n'avait pas des techniques, ça n'avait pas des moyens techniques comme on a aujourd'hui. Pourtant, leur message résonne encore. Tu sais, les foules les écoutaient, puis on reprend encore leur discours aujourd'hui. Oui. Donc, un message profond n'a pas vraiment besoin de tout ça. Et j'ai pris comme modèle, dans le fond, ce que j'ai comparé, si tu veux avoir deux archétypes là, pour situer un peu. Tu as, par exemple, l'Américain, j'oublie son nom, il est très populaire là, dans... Attends, pas Williams. Robbins. Anthony Robbins. C'est un exemple de quelqu'un qui en met beaucoup, qui travaille beaucoup avec la technique. Il y a un effet particulier. Alors que à l'opposé, tu as un gars qui est décédé maintenant, mais tu avais Wayne Dyer qui, lui, moi, ça m'a fasciné d'écouter ses conférences sur vidéo parce qu'il rentrait sur scène très, très, très peu d'artifices autour de lui, très peu de techniques. Et les gens, tout de suite, étaient captifs. Tout de suite, les gens entraient en résonance avec lui. Il y avait une présence qui était sereine, mais qui était aussi très, très intense, une très forte présence sur scène, un charisme extraordinaire.
Et les gens l'écoutaient, les gens étaient vraiment absorbés par ce qu'ils écoutaient. Il n'y a pas rien autour, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de fanfare, il n'y avait pas de danse ou n'importe quoi. Il y avait vraiment un homme qui livrait un message à partir du cœur et les gens l'écoutaient à partir du cœur. Il y avait une connexion incroyable entre lui et le public qui venait le voir. Donc ça, c'est un peu le modèle que j'ai pris dans le fond pour dire, peut-être qu'on devrait retourner plus à la voix du cœur, peut-être qu'on devrait rechercher plus la profondeur que l'apparence, que l'emballage. Je pense que le cadeau à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'être emballé tant que ça finalement, parce que l'emballage, tu vas le déchirer, tu vas mettre ça de côté, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Alors, c'est un peu le constat que j'ai fait, c'est un peu ce que j'ai décrit dans le livre, de dire, et si on retournait plus au niveau du cœur, si on retournait plus à notre profondeur, puis parlait à ce niveau-là, est-ce que les choses sont différentes? Est-ce que tout le concept de la croissance personnelle serait différent? Je pense que oui, beaucoup. Parce que malheureusement, on a tendance à vouloir performer, être connu, être admiré. Bon, peut-être dans la nature humaine, mais je pense dans la nature plus de l'ego finalement. Mais on a ce besoin-là beaucoup de s'afficher, de se montrer sous un meilleur jour, d'en mettre plein la vue, mais on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de s'ouvrir et laisser parler le cœur, et c'est là que la vérité passe. C'est là que vraiment les plus grandes vérités, la profondeur d'un texte va sortir par ça. Ouais, c'est parce que tu avais une super phrase, parce que le Monsieur Mantle dans ton livre, tu sais, c'est la partie de toi qui est sage, mais c'était tellement beau les phrases. Je pense que j'en ai une là, que je voulais lire, parce que justement, on parle du cœur. Au lieu de chercher à comprendre, ressens. C'est le secret. Lorsque tu ressens, tu te positionnes au niveau du cœur. C'est là que se trouve la véritable nature, le vrai toi, et non celui que l'ego cherche à construire pour mieux compétitionner, mieux contrôler, mieux susciter l'admiration. Exactement. Parce que, tu sais, le livre, dans le fond, nous donne la voie de l'ego, puis la voie VOIE, là, le chemin de l'ego, puis le chemin du cœur. Puis je pense que je vais écrire de nouveau sur ce thème-là, parce que c'est une grande confrontation qu'on vit actuellement, qu'on a déjà vécu en humanité dans des époques. Mais on est à ce niveau-là, puis on a comme un choix à faire. Il y a comme un retour au niveau du cœur à faire qui est important, qui est urgent, je dirais même, parce que on s'en va vers un chemin qui nous mène dans un gouffre. On le voit on essaie de contrôler la nature, on essaie de contrôler à peu près tout ce qui se trouve autour de nous. Et c'est pas sain. Et on s'en va vers vraiment sur un mur. L'humanité va vraiment se frapper. Alors, on devrait retourner vers la voie du cœur. Et c'est un peu ça dans le livre, dans le fond, le message le plus profond du livre, c'est celui-là. Est-ce que je choisis l'ego puis la voie de la tête, ou si je choisis la voie du cœur? Et là, je vais dans une autre voie complètement, une voie plus reliée sur l'âme, plus reliée sur l'essentiel, plus reliée sur notre vraie nature. Parce que notre nature n'est pas ce qu'on démontre, n'est pas ce qu'on montre. Notre vraie nature, elle est à l'intérieur. Et c'est celle-là qu'il faut rechercher, c'est celle-là à laquelle il faut se relier tout le temps. Ouais. L'âme sait, alors que l'ego ne sait pas, il essaie de contrôler, il essaie de deviner puis de contrôler. Il fait des suppositions, bon, tu comprends, alors que l'âme, elle sait le chemin, elle sait son plan de vie, elle sait vers où l'être doit cheminer, elle sait ce qui doit être compris, ce qui doit être achevé, ce qui doit être complété. Donc, l'âme te conduit toujours à bon port, alors que l'ego ne sait rien de ça. Et il cherche à trouver une voie qui n'existe pas. C'est ce qui est sans issue, dans le fond. Parce que, oui, mais des fois, on se demande jusqu'à quel point, l'ego, il prend de la place chez tout le monde, puis c'est difficile de... Tu sais, après ça, c'est difficile, tu sais, comme d'avoir écrit un roman comme ça, tu sais, ce qu'on ressent là-dedans, c'est à qui je peux faire confiance. Tu sais, à la fin de ton livre, là, le personnage principal, il fait confiance à sa femme, point, tu sais, mais... c'est vrai. Il fait confiance à plusieurs personnes aussi. Et là, bon, ouais. C'est sûr que dans un roman, c'est mieux de ne pas mettre 56 personnages non plus, donc on peut imaginer le personnage, s'il fait confiance à Larry Mantle et sa femme, et à sa femme à lui personnelle aussi, c'est qu'il est capable de se relier au cœur, à des gens qui sont au niveau du cœur, et ces gens-là, il va pouvoir leur faire confiance parce qu'ils vont être vrais.
OK, donc, on peut supposer dans le roman qu'il y en a d'autres, il va en avoir d'autres autour de lui. Oui, Il OK. n'est pas tout seul sur une île, même s'il vit sur une île maintenant, il n'est pas tout seul non plus. Tu sais. Mais à qui tu peux faire confiance? Ben, si tu te branches, le problème, c'est toujours, ça revient toujours au même, on ne se branche pas au niveau du cœur, on n'écoute pas la voix du cœur. Et donc là, on tombe dans les filets d'à peu près n'importe quoi ou n'importe qui. Mais si on redescend au niveau du cœur, si on s'écoute, si on écoute la voix à l'intérieur, je pense qu'on va apprendre à faire confiance aux bonnes personnes, et simplement, et pas entrer en guerre avec les autres, parce que la guerre, la confrontation, c'est toujours de l'ego, c'est toujours le jeu de l'ego, mais simplement laisser les autres de côté, simplement s'en distancer pour l'instant. Il n'y a pas plus grave que ça. Hein. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre, il ne s'agit pas d'avoir des confrontations, il ne s'agit pas de juger n'importe quoi, il s'agit juste de s'orienter vers où on se sent bien, ou vers où on veut aller, vers où on sent que le cœur est à la bonne place. Et tu vas voir les gens sur ton chemin. Et tu dois t'en apercevoir aussi la même chose. Tu dois, depuis ton cheminement, tu dois t'apercevoir qu'il y a des gens avec qui ça résonne bien, puis là, tu l'écoutes plus, ton cœur, et puis là, tu sens que tu peux aller vers cette personne-là, faire confiance. Mais on se trompe tous. Oui, c'est ça. Ben, justement, puis Steve, lui, il a été manipulé. Et puis, et c'est insidieux parce que tu fais aussi le manipulateur est aussi souvent pervers narcissique. Ouais. Là, on entend de plus en plus parler de ça. Et puis, tu sais, comment, parce que je me suis reliée à toi parce que ça parlait du phénomène des gourous, de la manipulation des sectes. Et puis, j'ai déjà senti que j'étais dans un, tu sais, comme dans un genre de secte. Puis, justement, la personne qui me manipulait, jamais tu pourrais dire que c'est quelqu'un qui est comme ça. C'était tellement quelqu'un d'avenant, c'était tellement quelqu'un de gentil qui paraît bien. Il faut faire attention à ça parce que effectivement, les gens ne sont pas tous exactement comme ils se montrent, souvent pas du tout même. Donc, il faut apprendre à discerner, faire attention à ça aussi. Tu sais. Le manipulateur, surtout le pervers narcissique, il va toujours se présenter sous un beau jour, il va toujours te complimenter, il va toujours essayer de combler tes besoins même. Tu sais. Là où tu as un manque, il va le savoir que tu as un manque quelque part, que ce soit une blessure d'enfance, peu importe. Et il va toujours essayer de combler ça, parce que c'est comme ça qu'il rentre, c'est comme ça qu'il te sécurise, c'est comme ça qu'il va avoir ta confiance. Mais effectivement, il ne faut pas se fier aux apparences, tu as tout à fait raison. Et on ne le sait pas. Mais comme je t'ai dit, souvent, c'est dans l'apprentissage. Tu sais, on vit une expérience et on apprend, c'est comme ça qu'on apprend de toute façon. On est venu ici pour s'épurer puis graduellement avancer. Donc, forcément, il va y avoir des faux pas, puis il va y avoir des bons pas dans les bonnes directions aussi. Il faut apprendre à discerner. Et si on est de plus en plus dans la simplicité et dans l'humilité, ça va être toujours plus facile de discerner, toujours plus facile de rester relié à notre paix du cœur, à notre essence. C'est parce que la paix du cœur, c'est notre sanctuaire. C'est là que tu es vraiment. C'est là que tu vis vraiment. Le reste, c'est extérieur. Donc, c'est là que tout se passe. Si tu restes dans la simplicité et l'humilité, tu vas avoir beaucoup plus de chances de rester centré sur ton cœur et de bien ressentir les gens et de savoir où aller ou non. Tu sais. Mais effectivement, surtout dans le monde de la croissance personnelle ou de la spiritualité, comme il y a des gourous, etc., c'est sûr que le piège est grand. Puis, oui, parce que j'ai rencontré tellement de gens, puis tu as l'impression que parce qu'ils ont des dons ou qu'ils sont éveillés, qu'ils vont toujours être bons, puis ils vont toujours être, tu sais, et souvent, c'est les plus grands manipulateurs. Donc, oui, effectivement. Et c'est des gens, finalement, tu t'aperçois que c'est des gens, même s'ils ont une apparence de solidité, de force ou de confiance, tu t'aperçois rapidement que c'est des gens qui, en réalité, sont vides à l'intérieur. Ils ont un grand, grand manque d'estime. Ils ont un grand, grand manque d'amour. Ils ont énormément de blessures. Et tout ce qu'ils essaient de faire, c'est de compenser ces blessures-là, essayer de les guérir par l'extérieur, par le contrôle, du pouvoir ou par prendre ce que les autres ont, entre autres. Ça, c'est une façon de travailler pour ces gens-là. Souvent, là, il y en a beaucoup dans ces gens-là qui ne sont pas conscients de ça, ne sont pas conscients qu'ils sont dans un rôle de manipulateur, sont comme absorbés dans une énergie, une vibration qui est plutôt négative et qui les entraîne dans ce rôle-là. Okay. Les sectes, c'est un bon exemple. Effectivement, je le donne dans le livre aussi. Des gens, comment ça se fait que des gens arrivent à accepter des supplices physiques
au nom pour aider ou pour pouvoir soutenir un gourou, une personne quelconque. Comment ça se fait qu'on arrive à ça? La personne, en théorie, c'est pas logique pour elle de le faire, mais elle le fait. Parce que dans toute manipulation, et ça, je ne l'ai pas nommé dans le livre, mais je le mentionne qu'un psychanalyste qui en fait mention dans ses livres, un psychanalyste assez reconnu, actuel, contemporain, qui dit dans toute forme de manipulation ou d'emprise, il y a toujours une forme d'hypnose. Évidemment, pas de l'hypnose qu'on peut voir à la télévision de spectacle, là, même si ça s'approche de ça, mais évidemment, c'est à un autre niveau. Mais il y a toujours dans l'emprise une forme d'hypnose qui fait que la victime de manipulateur, elle a plus son discernement. Elle a plus sa capacité de réagir, elle a plus sa capacité de réfléchir, elle a plus sa capacité de mettre ses propres valeurs à l'avant au lieu d'accepter celles des autres. Et c'est une forme d'hypnose. C'est ça, écoute, c'est un psychanalyste qui le mentionne dans ses ouvrages, très reconnu dans l'emprise ou dans la manipulation, ou pour aller même dans l'envoûtement, mais tout ça, mais on n'ira pas dans ce niveau-là. Mais dans tout ça, il y a de l'hypnose. Et c'est ça qui fait, par exemple, que Hitler a réussi à manipuler un peuple au complet. Comment ça se fait que des Allemands, des jeunes Allemands, des Allemands de tout âge ont accepté d'aller à la guerre, d'accepter d'aller mourir sur des champs de bataille au nom de cet homme-là, de Hitler, tu sais. Alors, la puissance qu'il y avait, la puissance de manipulation, soutenue par toute une énergie pas d'emprise, mais occulte, de forces occultes en arrière de lui, ce personnage-là il a drainé des forces occultes tellement fortes qu'il a réussi à contrôler un peuple au complet. J'ai lu sur lui qu'il y avait des dons de clairaudience, puis il s'en servait, puis il a sorti de plusieurs événements où il aurait pu mourir, mais à cause de ses dons de clairaudience, il a pu en sortir. En fait, je pense qu'il était un peu la marionnette, peut-être c'est gros ce que je dis, mais il était la marionnette de force beaucoup plus élevée que lui, beaucoup plus sombre, qui créait le chaos dans le monde. Et ça existe, malheureusement. Hitler en est l'exemple parfait avec la guerre qui s'est passée. Et relié à ces énergies-là, il était capable d'avoir peut-être une certaine soit une clairvoyance, une clairaudience, effectivement. Mais tu remarqueras que moi aussi, j'ai beaucoup étudié ça parce qu'après certaines expériences que j'ai vécues, je me suis intéressé beaucoup à ce domaine-là. Et tu remarqueras tous les symboles. Il utilisait beaucoup des symboles occultes, les couleurs, la répétition, le ton dans ses discours qui commençait tranquillement, mais qui s'élevait à un moment donné et qui devenait extrêmement dramatique. Donc, c'est vraiment, il y avait comme toute une étude autour de ça, mais soutenue par des forces en arrière. Et c'était, je raconte tout ça parce que c'est quand même un homme qui a manipulé, qui a hypnotisé carrément un peuple au complet. Donc, cette force-là peut être très, très forte. Alors, il ne faut pas que les gens s'en veulent de s'être laissé prendre dans une secte, par exemple, d'avoir été sous l'emprise d'un manipulateur pervers, par exemple. Parce qu'on s'en veut toujours. On se sent très coupable, on se flageole à quelque part parce que on s'en veut de s'être laissé prendre comme ça, puis on ne comprend pas pourquoi c'est arrivé, comment ça se fait. Non, parce que c'est ça. C'est ça. Mais il faut se rappeler, moi ça m'a aidé de me dire, par exemple, il faut penser qu'un peuple au complet comme les Allemands ont été sous une emprise comme ça. Donc, c'est possible que nous, en tant qu'êtres humains, on puisse être piégés dans ces choses-là aussi. Mais en même temps, il ne faut pas faire peur au monde non plus. Il ne faut pas tomber que chaque personne que tu vas rencontrer va être un manipulateur. Il va essayer de dans une... Non, parce que c'est pas mieux. Là, on est sur nos gardes, on n'ouvre plus notre cœur. Il faut être vigilant, mais pas non plus pas non plus vivre en réclusion, mais il faut être vigilant. Parce qu'on ne peut pas vivre retiré. On a quelque chose à faire, on a quelque chose à donner dans le monde, on a quelque chose à offrir. Il faut vivre son plan de vie, il faut vivre notre vie. On est ici, c'est pas pour rien, c'est probablement qu'on a choisi de vivre dans cette époque-là avec ce monde-là. Et si on veut diffuser la lumière, il faut la mettre, la lanterne en avant. Exactement. Il faut sortir et allumer cette lanterne-là. C'est sûr que, je donne toujours, puis c'est pas juste moi, il y a plusieurs personnes qui donnent cet exemple-là, mais si tu sors la nuit et que tu allumes une lanterne, tu vas avoir toutes sortes de bestioles qui vont se coller dessus, qui vont venir vers toi. Ils ne te voyaient pas avant, mais là, ils te voient à cause de la lumière. Donc, forcément, si tu travailles dans la lumière, si tu travailles à essayer d'établir des valeurs humaines très solides, très fortes, comme l'amour, la bonté, la compassion, des belles valeurs, forcément, ça se peut que tu sois visé. Et ça se peut que tu attires des gens dans ton entourage qui sont un peu le contraire et qui vont venir se frotter à toi, finalement. Mais si on élève
si on reste dans l'amour, dans les belles valeurs du cœur, si on est capable de développer notre sanctuaire intérieur, notre capacité de se retirer dans la paix à l'intérieur de nous, si on développe ça suffisamment, et nos vibrations vont s'élever. C'est sûr que, comme Marie-Chantal l'explique dans son livre, son dernier livre, ou même quand elle donne des ateliers, c'est sûr qu'on peut toujours s'élever aussi, élever nos vibrations par la méditation. Faire attention à la nourriture, de ce qu'on absorbe, garder des belles pensées, entretenir des pensées de joie, entretenir l'amour le plus possible dans notre vie, aller en nature. C'est une régénération qui est très puissante d'aller en nature. Donc, oui, on peut faire ça à ce niveau-là aussi, mais je pense qu'il y a un état intérieur à développer, une certaine confiance. Et plus on va, c'est pour ça que je voulais écrire le livre, parce que plus on chemine vers la paix du cœur, plus on chemine vers notre intérieur, je pense que plus on peut cheminer dans le monde actuel et faire ce qu'on doit faire et diffuser ce qu'on doit diffuser. Ben, je pense que moi, les discours ou les conférences des gens qui m'ont le plus touché, c'est les gens qui parlaient de leur vécu, qui parlaient de leur propre vécu, pas les gens qui essayaient de changer ma façon de faire, ma façon d'être, juste partager leur vécu, puis à partir de là, je fais mon propre opinion. Je vais juste lire les commentaires parce que je vois que ça déroule depuis tantôt. Catherine nous dit, si tu regardes dans ton cœur, jamais tu ne feras d'erreur. J'ai Bernadette Voléry qui nous dit, l'impression d'entendre mon histoire, ça tombe à pic dans ma reconstruction. Je vais courir m'acheter le livre. Marie-Josée Gamache, tout à fait. Catherine dit, vigilant mais pas méfiant car la méfiance alimente la peur. Exactement, c'est ce que je disais. Si on ne vit pas en réclusion, mais effectivement, Catherine a raison. Si on devient trop méfiant, on est dans la peur, on est dans l'énergie de peur. Alors que si on est juste vigilant, on reste centré sur ce qu'on est vraiment, sur notre être authentique. Donc là, c'est pas la même vibration du tout. On n'est pas dans la méfiance, on n'est pas dans la peur, dans la crainte, on n'est pas dans la suspicion. On est dans une confiance, on est dans une solidité, une sérénité, mais avec une vigilance. C'est ça. Puis à ce moment-là, ben tu restes dans un haut taux vibratoire. Ça a l'air, tu sais, comme simple à dire, mais je pense que... Non, mais ça, effectivement, si tu restes dans un taux vibratoire élevé, c'est sûr que tu vas éviter énormément de problèmes, de chaos, de personnes qui arriveront pas dans ta vie ou qui vont dévier d'elles-mêmes. Parce que les vibrations ne correspondent plus. Tu sais, si quelqu'un vibre là, avec toi, tu vibres pas. C'est ça. La rencontre n'aura pas cette personne-là. Alors souvent, c'est parce que nos vibrations, quand on est absorbé dans un cas comme ça, on est souvent dans des vibrations plus basses, pour toutes sortes de raisons. La fatigue, le surmenage, des soucis, des tracas, des problèmes, un chaos quelconque dans notre vie, une période trouble, qui fait que nos vibrations sont de plus en plus basses. Et là, tu peux rencontrer des gens vraiment à des vibrations basses aussi. Et le danger se trouve là. Mais si on augmente nos vibrations, qu'on se tient dans des vibrations élevées, alors on peut être pas dans la méfiance, mais dans la vigilance, puis on est confiant, on est correct. T'sais. Mais on est humain, encore une fois, puis c'est ça qu'il faut comprendre. T'sais. Ça nous arrive tous d'avoir des vibrations qui descendent tout d'un coup par une nouvelle qu'on reçoit, un problème, quelque chose qui nous inquiète un peu. Peu importe, il y a les affaires, il y a la carrière, les enfants, la santé. Bon, évidemment, on est tous pareils, on vit tous des choses. Le monde est plein d'expériences qu'on vit autour de nous. Mais c'est sûr que des fois, les vibrations baissent. Mais il s'agit, et puis je pense que plus on va prendre l'habitude, plus on va le voir rapidement, il s'agit de ne pas rester dans ces vibrations-là. C'est comme quand tu vas en des poches d'air, tu descends tout d'un coup, mais tu vas revenir à un moment donné. Donc, il faut trouver notre force, notre combustible, qui est l'amour et la joie, pour remonter à un autre niveau, pour ne pas rester dans les vibrations basses. Parce que c'est là que c'est dangereux, c'est effectivement. Exact. Mais ça, c'est vraiment avec le cheminement qu'on arrive à ça, parce que je me rappelle plus jeune, je tombais plus dans la victime. Maintenant, je le sais qu'il faut sortir de là. Donc, dès que je tombe là, ça remonte beaucoup plus vite. Donc, plus on est dans ça, plus on va en ressortir rapidement. C'est la conscience. Plus tu es conscient des choses. Il faut savoir s'observer. Il faut savoir observer ce qui se passe autour de nous, observer les gens, observer les événements, observer ce qui se passe, mais aussi s'observer soi-même pour dire « Oups, je me sens glissé, je suis en train de descendre les vibrations ou je suis en train de rentrer dans un rôle de victime ou de sauveur, ce qui est aussi très, très fréquent. Hein. Ouais. Ça donne une belle idée d'être sauveur de quelqu'un, c'est formidable. ça trop beau, ça. Ouais. Et on dans ça, malheureusement.
Mais si on sait s'observer, si on est capable de se retirer un peu de l'agitation, du brouhaha quotidien, on est capable d'observer et là, de se dire, OK, là, je suis en train de dévier ou je suis en train d'abaisser mes vibrations ou je suis plus dans la bonne direction, je suis plus centré sur mon cœur. Et on peut, à ce moment-là, c'est plus facile de revenir. Mais il faut d'abord en être conscient, tu vois. Ça prend une observation. Catherine dit le cœur est la plus haute vibration. Marie-Chantal répond la joie aussi. Bonjour à Dominique le Mercier Fourcault qui vient d'arriver. Catherine nous dit l'être humain est faillible, mais pas l'être divin. Exact. Donc. Tu vois. Et puis Marie-Josée Gamache, situation temporaire avec beaucoup d'apprentissage. Donc, écoute, on a déjà fait notre demi-heure, Alain. J'aurais voulu parler. Toi, qu'est-ce que ça prend pour écrire un bon roman? Quelqu'un qui veut écrire un roman, là, rapidement. Je donne un atelier là-dessus, donc je passe une journée à parler de ce que c'est un bon roman, puis des ingrédients, des éléments. Il y a une structure pour écrire un bon roman. C'est sûr, sommairement, d'abord, il faut l'écrire par le cœur. Hein. La tête sert à structurer tes écrits, tes chapitres, etc., ton histoire, tes péripéties, mais c'est le cœur qui doit donner l'essentiel. Donc, déjà, au départ, ça, c'est une qualité qu'il faut avoir, écrire par le cœur. Il faut avoir un personnage qui est fort, un personnage qui va être touchant, auquel les gens vont s'identifier. Et un personnage auquel les gens vont s'identifier, c'est un personnage qui n'est pas parfait, qui a des imperfections, qui a des épreuves, qui a des doutes, mais qui a aussi des succès. C'est pas juste quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, c'est aussi quelqu'un qui apprend, qui chemine. Donc, le personnage principal doit être assez fort, assez attachant. Les gens doivent s'identifier. Il ne faut pas oublier que quand tu écris un livre, surtout un roman, tu as à peu près entre 5 et 10 pages maximum pour capter ton lecteur. Ça se peut capter une page. Si tu ne l'as pas capté, s'il ne veut pas savoir la suite, il va le laisser là, il ne peut pas lire. Et c'est la même chose pour un éditeur. Hein? Si tu envoies ton livre chez un éditeur, mais que tu ne l'as pas capté à 10-15 pages, c'est bon à savoir ça. Il va lire les 300 pages suivantes parce que là, il y a le temps qui compte aussi. T'sais. Donc, un bon personnage attachant, il faut pas traîner, parce que je viens de dire, il faut vraiment que tu accroches ton lecteur rapidement. Donc, il ne faut pas que tu traînes, il faut que ton personnage tout de suite sache qu'on sache qu'est-ce qui va y arriver, qu'est-ce qui se passe avec lui. Il faut qu'il y ait un élément majeur qui fait qui tranche dans le fond avec sa vie quotidienne et qui l'amène dans un chaos ou une histoire ou quelque chose qui est différent de ce qu'il vivait. Et c'est là que les péripéties commencent. Bon, il y a plein d'autres éléments, je te dirais. Ça prend une belle écriture, ça prend des réflexions à travers ça, ça prend des dialogues qui sont vivants, qui sont intéressants, qu'il faut avoir l'impression que c'est réel, les dialogues. Tu sais, si tu pars un peu de ton expérience personnelle, souvent, ça va aider. Oui, effectivement. Tu peux prendre... en fait, les sujets sont tellement vastes parce qu'un fait divers, il y a plein de faits divers dans les journaux, dans les quotidiens, là, ou dans la vie quotidienne. Alors, tu en as plein d'exemples de sujets intéressants, mais il faut avoir l'imagination pour la laisser déborder. De sujet à un livre. Mais effectivement, si tu te bases sur ton expérience ou une expérience de quelqu'un très près de toi, tu vas avoir plus de facilité à le rendre très concret, très vivant, très réel, très réaliste. Quand des gens arrivent à dire c'est mon histoire que vous avez écrite, ou qui demandent où on peut trouver, par exemple, dans le tableau de vue, on me demandait où est-ce que je peux trouver les peintures du peintre en question, qui est un personnage fictif, on comprend. Donc, à quel endroit je peux réserver la Villa des miracles, dans le livre La Villa des miracles. Donc, tu vois, ça veut dire que ton lecteur a été captif de ton histoire, il a embarqué dans l'histoire, mais ça, c'est génial, ça, c'est un plaisir. Alors, il y a beaucoup d'éléments, donc je t'en donne quelques-uns. Parfait. Effectivement, c'est un bonheur d'écrire un roman. Merci Alain. On commence à te perdre beaucoup au niveau de la caméra. Juste dire, Catherine nous dit qu'elle a lu ton roman en 1h40, un vrai aimant qu'on ne peut pas lâcher. Josie nous dit qu'elle l'a commandé, elle a hâte de le recevoir. Claudine vient d'arriver. Et puis Marie-Chantal, d'accord, d'accord avec toi, Cathy. J'ai lu en une soirée avec Alain à mes côtés qui observait mes réactions. C'est bon. Alors, mon premier on peut retrouver les romans, les livres, toutes les éditions sur dauphinblanc.com. Également, est-ce que en librairie, c'est pas.
En librairie, oui, oui, oui. C'est important d'encourager les librairies, hein. C'est vrai. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis aussi, si les gens ils sont intéressés à ton atelier d'écriture, on peut te rejoindre sur ton site aussi. Ouais, ben si les gens, ben mon site, pour l'instant, il est pas à jour, disons, depuis plusieurs années. Il faut que je me remette dans ça. Mais sur ma page Facebook, les gens peuvent me suivre et là, ils vont voir l'information, ou sur le Dauphin Bleu, ils vont voir l'information aussi. Parfait. Là, j'en ai pas de prévu, mais on est en train de céduler notre année 2020, donc on va les placer, donc les gens vont pouvoir avoir des informations. Parfait. Et puis, c'est le Salon du livre la semaine prochaine à Montréal. Oui, exactement. Ça va dire la semaine prochaine. Donc, les gens peuvent venir rencontrer nos auteurs. Nous, on est là le jeudi, le vendredi, Chantal et moi, parce qu'on redescend pour la fin de semaine à Québec pour d'autres choses. Mais on est là jeudi, vendredi, mercredi, c'est-à-dire mercredi, jeudi. On Mercredi, redescend le jeudi. vendredi. Donc, les gens peuvent venir nous voir. Ouais. Et sinon, on a plein d'auteurs sur le site, là, et vous allez Oui. pouvoir les voir. Il y a plein d'auteurs qui sont là, des très bons auteurs. On est très heureux des gens qui sont avec nous. Donc, on invite les lecteurs à venir bouquiner au Salon du Livre de Montréal. Parfait. Ben, hey, un grand merci, Alain. Et puis, je pense que l'essentiel de ton Et merci. message, à chaque fois, l'image était super belle. Ouais, ben, c'est ça qu'il fallait que les gens retiennent. C'est ça qu'il fallait qu'ils fassent. Voilà. Ça a passé aussi vite, Merci très beaucoup. rapidement. Alors, merci. Puis, OK, merci, bye bye. à plus. Bye. Merci à À tout le plus. monde. Bye bye. Salut. Bye bye.